Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans notre vidéo de fin d'année récapitulative de 2024, où on va revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé pendant l'année, des différentes choses que j'ai faites, que j'ai pas dites, que j'ai montrées, ou que j'ai cachées pendant tout ce temps. Petit sacripant que je suis. Allez, on est parti. J'ai avec moi la fidèle jarre. Celle-ci contient tout ce qui s'est passé un petit peu sur la chaîne et dans les backstage, qui concerne de près ou de loin les travaux que je réalise créativement autour du jeu de rôle. Alors, on va avoir plein de choses différentes, et ça intéresse beaucoup mon petit chat, qui vont être toutes détaillées au fur et à mesure de cette soirée. Donc à chaque fois, je vais prendre un papier, et on va regarder ce qu'il y a dedans, et donner quelques anecdotes autour. Ok, premier papier. La fin de Rolls. C'est assez marrant parce que ce soit le premier sujet, parce que c'est le t-shirt que je porte actuellement. Rolls, c'est mon talk show qui s'est terminé cette année. On y parlait de sujets qui étaient de près ou de loin associés au jeu de rôle. Ça permettait d'inviter des personnes absolument incroyables. Ça permettait d'avoir des opinions très diverses sur le plateau. C'était très intéressant parce que ça nous a permis d'aborder plein de sujets différents et dans des angles qu'on n'aurait jamais pensé faire. Ça m'a fait beaucoup grandir, ça m'a fait apprendre un petit peu à écrire des interviews, même si bon, je me prétendrais pas du tout être quelqu'un qui sait le faire maintenant. Ou de manière générale, de l'animation, de stream, et du meublage quand il y a des problèmes techniques ou ce genre de choses. Ça m'a aussi fait m'apercevoir que j'étais pas forcément doué pour simplement diriger les gens, que soit j'en demandais trop, soit j'en demandais pas assez, et que j'arrivais très mal à poser les limites de ce côté-là. J'ai préféré, plutôt que la situation traîne pendant des années et des années et des années, couper le projet tant qu'il était encore bon, tant qu'on profitait encore. Donc on a fait 2 dernières émissions qui étaient incroyables comme à peu près toutes les autres. Alors ça n'a pas été une décision facile du tout, je sais que c'était pour le mieux. Quand je regarde les 2 derniers épisodes, je me dis que c'était très bien. On a fait 2 épisodes qui étaient très différents. Un premier où j'ai eu Thorim en co-chroniqueur, qui était à l'époque en train de faire des études en psycho. On a pu inviter Corentin Boulet qui fait de la recherche dans un domaine incroyable qui mêle psycho et jeu de rôle. C'était une émission où j'ai appris vraiment plein de trucs. En plus, étant moi-même dans le milieu de la recherche, j'avais aussi un intérêt de voir comment dans d'autres disciplines des recherches pouvaient se passer. Et je trouve qu'on a particulièrement bien réussi cette émission, dans le sens qu'on a réussi quand même à un peu vulgariser les points de vue de chacun et les disciplines de chacun. Un très beau travail de transmission, et de manière générale, l'émission était très fluide. J'en garde un très bon souvenir, et je pense que c'est une des émissions sur lesquelles la technique était la plus au point, la plus aboutie. Bonjour à tous, voici Torims, aka le chroniqueur qui a fait qu'une seule petite chronique dans Rolls. Moi je suis un peu éloigné de l'univers des jeux de rôle, même si j'en ai déjà fait quelques-uns avec Siegfried, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Et donc ça m'a étonné quand il m'a parlé d'être chroniqueur pour une édition de Rolls, en sachant que j'ai beaucoup d'intérêt dans la psychologie. Voilà, à l'époque du coup j'étais encore étudiant en psychologie, maintenant je suis psychologue, mais c'était vachement cool de pouvoir parler d'un sujet qui me tenait à cœur et qui était aussi mon sujet de mémoire. Donc pouvoir parler de l'éco-anxiété, d'un peu le rapport qu'on peut avoir avec la fiction, comment est-ce qu'on pourrait l'amener dans un JDR, tout ça. Je trouvais ça super intéressant, surtout qu'il y avait Corentin qui était venu, qui était super intéressant aussi. J'avais pris beaucoup de plaisir dans la préparation de ma chronique, beaucoup plus que je le pensais, parce qu'au début j'étais un peu stressé en me disant que voilà, qu'est-ce que j'allais faire comme chronique, vu que j'étais un peu éloigné du JDR, tout ça. Siegfried m'a laissé très libre de ce que je voulais faire, du format, de est-ce que j'avais besoin d'avoir des visuels, tout ça. Moi j'ai préféré avoir un visuel, mais il m'avait pas du tout forcé en tout cas à en avoir. Et non, ça a été une très bonne expérience. Comme je disais, j'avais pris beaucoup de plaisir à le préparer, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire aussi, parce que j'avais adoré les échanges qu'on avait pu avoir avec Corentin, et voilà, juste Rolls, votre meilleur show rolliste. Après cet épisode fort en réflexion et en émotion, on a eu un 2e épisode de Rolls cette année, le 10e et dernier de la série, où on a fait un petit peu les choses en grand. Je me suis arrangé pour pouvoir faire un épisode en présentiel, c'était vraiment l'épisode du kiff, l'épisode de l'adieu du format, parce que je savais que derrière j'en referais plus. J'avais mis en place un piège machiavélique, où en fait Yoka ne savait pas qu'il allait faire une émission. Je l'ai invité ici, il s'est ramené et tout, voilà, en mode vas-y, c'est un petit week-end tranquille et tout. Le samedi soir, j'avais bien évidemment tout prévu, donc on est allé manger dans une pizzeria.
Et ensuite, une demi-heure à peu près avant le début de l'émission, je vais révéler le truc. On aura un épisode de Rolls qui sera assez incroyable. On a la possibilité d'inviter tout le monde en présentiel et notre co-chroniqueur, ce cher Yoka, ne sait absolument pas qu'il va voir Rolls. On va le prévenir peut-être 2 heures à l'avance. Donc vous êtes prévenu qu'il y a l'émission avant même le chroniqueur, ce qui est particulier, je vous l'accorde. Ça va être extrêmement cool, on va avoir plein de thématiques variées, plein d'invités différents. Donc je vous donne rendez-vous ce soir sur twitch.tv/TarosTV afin d'avoir peut-être ce dernier épisode de Rolls. J'espère que ce n'est pas le dernier, mais pour le moment, c'est ce vers quoi ça se dirige. Faisons-lui un adieu en beauté en attendant que ça se passe. Mais quel enfoiré! Mais quel traquenard! Mais quel traquenard! Mais quel piège! Je te déteste! Mais je t'aime bien quand même, tu m'emmerdes. Mais j'ai pas de sujet. Ah si? J'ai pas eu le temps de lui envoyer les slides, c'est bon, il va pas être d'accord. J'ai une chronique en plus. On a invité Florestan, un touche-à-tout extrêmement doué, qui non seulement publie des livres, mais en plus vous code des jeux vidéo. On a eu plein de sujets autour de la création à discuter avec lui et avec Paul qu'on a réinvité. C'était le premier invité de la première émission, c'était le dernier aussi. C'était un beau clin d'œil que de fermer la boucle comme ça. Donc, concernant la fin de Rolls, voilà, j'ai le petit message comme quoi j'avais l'occasion de faire un mot. Alors, vous excuserez le setup qui est un petit peu bordélique parce que bien le bonjour, déménagement, tout ça, on connaît. La fin de Rolls, je vais surtout rester sur l'épisode de fin, surtout, qui était pour moi une super surprise. Vous le savez, j'ai été pranké, j'ai été gentiment attiré dans un trap, histoire qu'on me fasse faire un Rolls d'urgence. En mode YOLO, démerde-toi, trouve tes trucs. C'était excellent, c'était trop cool. Mais en fait, ça résume bien l'aventure entière de Rolls, c'est que de mon point de vue et par rapport à ma participation, c'est quelque chose où il valait mieux m'avoir par surprise plutôt que de compter sur moi pour de l'organisation, parce que je suis pas quelqu'un de très organisé. Et effectivement, j'ai clairement sous-estimé le travail que demandait Rolls, notamment pour moi et pour Siegfried surtout. Enfin, dans le sens où lui avait beaucoup de travail comparé à moi, et que déjà le peu que j'avais du mal à le faire. Donc du coup, je suis en mode, ah ouais, donc c'est compliqué là. Du coup, l'arrêt de Rolls, ça a été en même temps, je pense, un côté difficile dans le sens où c'était cool, c'était vraiment cool. Genre, il y avait vraiment des très bons moments, des super trucs, il y avait plein de potentialités encore à cette émission et à ce format. Et en même temps, une libération parce que, ouais, c'est pas facile à tenir, quoi. J'y ai repensé plus tard, mais je pensais à cet exemple du genre du grenier, là, ils ont créé leur super boîte, là, pour tourner et tout, et ils ont créé un super studio pour les termes, leur gros talk show, là, où ils peuvent être à 4-5 autour d'une émission et tout. Et en fait, quand ils ont fait leur vidéo de présentation de leur local, j'étais en mode, waouh, c'est le truc, il est énorme, tout le setup de bâtard et tout. Et au final, le premier terme, je crois qu'il est sorti genre 3-4 mois après, et ensuite, il y a eu plusieurs mois sans en avoir. Et en fait, ouais, créer ce genre d'émission, créer un talk show, c'est vraiment pas le truc facile. Je pense que l'expérience vaut le coup. C'était extrêmement intéressant, c'était très cool à faire, mais j'étais personnellement pas prêt à me retrouver avec l'investissement d'un chroniqueur de talk show, d'un présentateur, enfin de quelqu'un qui soit là dans l'organisation d'un tel truc, quoi. Je retiendrai surtout énormément de positifs. Parce que trop cool, parce que les quelques Rolls qu'on a fait étaient géniaux, ceux auxquels j'ai pas participé, je vais en voir quelques extraits, c'était génial, enfin vraiment une bonne qualité de production à chaque fois, comme d'habitude avec Sig, c'est pas trop le problème la qualité de production sur cette chaîne, pareil une qualité d'invité, etc. qui fait que c'est cool, et voilà. Deuxième papier, hop. Mes écrits et relectures. Un autre gros pan de 2024, ça. Alors déjà, j'ai passé les 100 000 mots dans le cycle de Niashrub, qui l'aurait cru absolument personne, parce que ce projet, je sais pas quoi en foutre. On en est à un stade où j'ai fait des relectures, j'ai demandé des relectures, j'ai eu des retours sur ces relectures, je sais absolument pas comment les interpréter. J'ai eu plein de personnes en vocal pour discuter d'aspects beaucoup plus poussés, et je remercie vraiment toutes ces personnes, je n'ai même pas la place de les citer. Mais pour autant, je sais toujours pas quoi en faire. Ça va faire plusieurs mois que je suis engagé dans des réécritures successives de nouvelles qui deviennent peu à peu des chapitres. Ça commence lentement à se structurer, mais j'avoue que j'ai eu des très grosses difficultés à avancer. J'ai quand même un petit peu persévéré pendant toute une période à écrire plus d'une page par jour. Ça m'a permis de terminer plusieurs nouvelles tout de même. Ça m'a permis d'avoir des réécritures de certaines qui sont désormais, à mon goût, extrêmement sympathiques. Et je vais voir après comment est-ce que je valorise ça, étant donné que publier tout tel que c'est actuellement n'est pas du tout envisageable. Donc soit il faut que je passe par une réécriture de fond d'à peu près les 3/4 des nouvelles / chapitres qui sont là-dedans, soit sinon je vais publier quelques extraits par-ci par-là et ce sera tout. Il faut que ce projet arrive à son terme, que je puisse me lancer sur un autre projet d'écriture. J'en ressens vraiment le besoin et j'espère que ça va pouvoir se faire bientôt.
Troisième papier, les parties de découverte. Bah cette année, j'en ai quand même fait pas mal. J'en ai fait plus que sur toutes ces dernières années, je dirais. Il y avait une partie de moi déjà qui avait envie d'étendre un peu mes horizons en termes de joueuses et joueurs que j'avais à m'établir. Il y avait aussi une autre partie qui cherchait un petit peu à aller questionner mes pratiques. Ça a été un petit peu le fil directeur de toute mon année. J'ai voulu vraiment me poser les questions de est-ce que j'étais capable de vulgariser mon univers, de vulgariser mon système, de vulgariser ma manière de procéder de manière générale à des personnes qui n'ont jamais ou très peu touché le média ou par des angles tellement différents du mien que ça peut être déstabilisant. Je dirais qu'au fur et à mesure de l'exercice, c'est pas tant que j'ai des automatismes maintenant qui font que ça y est, je sais gérer absolument toutes les situations, mais plus que je commence à balayer peu à peu toutes les questions qui traînaient devant ma porte. Les parties de jeux de rôle de découverte m'ont permis d'avoir une perspective vraiment neuve sur ce que je faisais, et ça va se ressentir sur mes parties plus longues, mes campagnes, gros scénarios. Dans la manière même de les écrire, dans la manière même d'interagir avec les personnes, j'ai pas mal de petites choses qui ont changé. C'est pas tant des choses que je peux résumer ici, parce que c'est des histoires de, des fois, juste se dire que là, on est légitime à garder le silence, qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, et que, bah, au pire, de toute façon, les personnes, si jamais elles en ont besoin, elles vont demander. Que par autre moment, au contraire, ne pas hésiter à forcer presque à faire une description qui est assommante. Ne pas se refuser ça sous prétexte qu'il y en a qui vont décrocher. Parce que ça peut être un procédé de narration comme un autre. Ça m'a appris peu à peu à prendre des positions en jeu de rôle et à essayer de m'y tenir. Et au passage, j'ai fait plein de découvertes de nouvelles personnes qui sont absolument incroyables et que je suis très content d'avoir rencontrées via ce média. Quatrième papier, la déconnexion. Ça, c'est vraiment ma leçon de l'année. Je me suis aperçu que je passais énormément de temps sur les réseaux de manière un petit peu indirecte. Soit je consommais pas mal de contenu YouTube, que ce soit jeu de rôle ou autre, soit je passais beaucoup de temps à envoyer des messages et à y répondre, soit de manière générale, des fois, bah juste je perdais mon temps. Et en fait, les réseaux, au-delà d'avoir un impact qu'on commence à connaître et qu'on commence à documenter sur plein de chaînes YouTube ou même dans des revues scientifiques maintenant, parce qu'il y en a qui commencent sérieusement, dans des labos, à se poser des questions sur à quel point c'est la merde. Au-delà de ça, je me suis aperçu que ça avait un vrai impact sur ma capacité à réfléchir. Pas tant dans le sens intoxication, mais dans le sens brouillard mental. Que vraiment, plus je passais du temps connecté ou sur un ordinateur ou toutes ces choses-là, moins j'étais capable en réalité de me poser pour réfléchir. Et ça avait cet effet retort que du coup se poser pour réfléchir était d'autant plus dur que du coup poser pour réfléchir devenait de moins en moins agréable. Alors que moi j'adore réfléchir à des trucs. C'est là un petit peu tout ce que j'aime dans la création, c'est que au-delà de faire ton truc que tu crées, tu le penses en amont et tu le penses en aval dans le sens que tu réfléchis à son impact, tu réfléchis à concrètement qu'est-ce que tu en fais, autant de choses qui peuvent te préoccuper quand tu crées quelque chose. Et toutes ces choses-là vraiment devenaient engluées dans cette espèce de magma brouillasseux, je n'ai pas de meilleur terme. Et vraiment, peu à peu, j'ai commencé à essayer de reprendre ça en main. Donc ça passe par tout un tas de trucs, le téléphone en noir et blanc, aucune notification, tout désactivé, même les choses qu'on jugerait comme étant importantes, ne pas penser à toutes ces choses-là, ne pas penser aux gens, et réussir à juste se concentrer, non pas tant sur soi-même, mais plus sur sa création. Vraiment se dire que là, pendant au moins 1 heure, on regarde rien d'autre. Il n'y a rien qui nous perturbe et juste on se remet dans le truc, même si c'est très dur au début. Que vraiment, la violence que j'ai dû me faire pour me relancer, par exemple dans l'écriture, hein, que j'ai abordé un petit peu plus tôt, c'était beaucoup plus d'investissement que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. La vie étant fatigante, quand tu rentres, t'as pas forcément envie de te refatiguer à créer. Sauf que plus tu restes à consommer, plus ça va être dur de créer après. En fait, t'as une espèce d'engrenage vicieux qui fait que tu peux avoir de la gratification instantanée, mais après, du coup, tu sais que le truc que toi tu dois créer, c'est plus difficile. Par exemple, là, j'ai passé peut-être 3/4 d'heure à mettre les lumières, reconfigurer mon plafonnier qui était mort et qui du coup faisait des couleurs complètement stupides, mettre des petits trucs, des petites décos, etc. Régler la caméra, régler le son. Ça, c'est le genre de choses que, il y a des jours, je me dis, ah ouais, mais je vais pas prendre tout cet investissement, je vais pas prendre tout ce temps juste pour enregistrer une pauvre vidéo. Bah pourquoi pas en fait? Parce que au final, la vidéo que je sors, est-ce que pour mon mental, c'est pas mieux que de regarder 2 vidéos sur le temps de tournage que j'ai? Est-ce que c'est pas mieux de faire ça? C'est une notion qui est propre à chacun. Mais ce que je vous dirais, c'est que si comme moi, vous avez cette espèce d'écœurement à regarder des vidéos en boucle, essayez de vous reconnecter avec
vos petites activités créatives que vous avez avant. Parce qu'on en a forcément toutes et tous eu, hein. Que ce soit des petits trucs qu'on a lâchés depuis l'enfance ou même beaucoup plus tard, ou des loisirs qu'on n'a jamais voulu tenter. On a tous des petits trucs comme ça que juste le fait d'être surconnecté nous a fait complètement abandonner, et que si jamais ce temps qu'on passait sur les réseaux, qu'on passait à regarder des vidéos qui ne nous apprennent pas forcément énormément grand chose, était consacré à ces créations-là, bah juste en fait on aurait peut-être une meilleure estime de nous et on s'en sortirait peut-être un peu mieux tous collectivement, parce que il y a quand même énormément de stress, il y a quand même énormément de pression qui sont associées au réseau de manière générale. Beaucoup de comparaisons, beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivent parce que c'est ça qui génère de l'engagement. Assez peu de choses positives et assez peu de choses nuancées, qui sont des choses qui arrivent plus par le contact avec les gens. Sauf que plus on tape des trucs sur nos écrans, plus on s'éloigne de ces gens justement à l'extérieur. Je dis ça alors que pourtant me déconnecter m'a pas non plus rapproché des gens, mais ça m'en a pas éloigné en fait, c'est ça que je tiens à dire. J'ai eu aussi la possibilité incroyable de partir quand même en vacances et ne pas avoir de connexion, ce qui était incroyable, parce que du coup j'étais pas tenté toutes les 5 secondes de regarder si j'avais des notifications, de regarder s'il y avait des gens qui m'avaient envoyé des trucs, de regarder s'il se passait pas tel truc à tel endroit. Tout ça c'était libéré, tout ça c'était évaporé. Il y avait juste moi qui marchais, qui avait mal au dos parce que mon sac il était lourd, mais juste qui marchait, il crapahutait dans la montagne, et c'était bien. Et du coup ça m'a vraiment sorti de mon cadre et fait réaliser à quel point ce truc là, qui était un outil, mais de manière générale les réseaux aussi, hein, parce que je compte YouTube dedans, à quel point ça m'a genre bouffé de la vie, mais pas dans le sens que ça m'a bouffé du temps, parce que ça, on choisit chacune et chacun comment on attribue notre temps, et on peut avoir légitimement une partie de notre temps qui soit dédiée à regarder des vidéos YouTube, même des vidéos de divertissement, hein, concrètement, comme celle-là. Mais on a aussi ce stade où ça devient à outrance et où on en devient presque malade. Une espèce de, je sais pas trop comment le définir, mais une sorte de mal des réseaux, où on a tellement mangé de contenu qu'on commence à se sentir pas très bien. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment, j'ai discuté avec quelques personnes qui l'ont vécu aussi, et vraiment ce fait de me déconnecter, ça m'a permis de commencer à estomper ça. Alors, bah, je me suis un petit peu forcé la main, je me suis relancé dans différents projets, et ça m'a fait beaucoup de bien quand même, de ce côté-là. Ça m'a permis vraiment de reprendre la main sur ma création, et c'était quelque chose qui était très important pour moi, que je sens qu'il y a une valeur que j'ai au plus profond de moi, que j'ai besoin d'exprimer. Les réseaux c'est bien, parce que ça me permet de connecter avec les gens avec qui je crée des fois, et de manière générale avec des personnes avec qui partager, vous par exemple, ce que je fais. Mais ça apporte aussi du négatif, et il faut savoir doser, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas collectivement encore réfléchi et posé, et qu'il va falloir en discuter dans nos groupes respectifs, dans nos cercles respectifs, pour que ce soit un peu plus sain pour tout le monde. Nouveau papier. La musique. J'ai fait un petit peu de musique cette année. Je voulais faire des musiques d'ambiance, qui soient pour des jeux de rôle et pour mes vidéos. J'ai commencé un petit peu à m'y mettre. J'ai fait quelques compos. Pour le moment, j'en ai qu'une seule qui est en public, une compo d'1 heure, qui vous emmène à travers un petit voyage sur un petit lac tout tranquille. Je ne sais pas du tout pourquoi je prends cet accent. Ça a été mon premier essai de mettre la main dans ce qu'on appelle la générative ambient. Vous créez vos instruments, vous créez des patterns, vous créez des rythmiques, et ensuite vous les laissez s'étendre et s'étirer en rajoutant ce qu'on appelle des LFO, donc qui sont en quelque sorte des petits modulateurs qui vont faire changer de comportement vos instruments au fil du temps, et du coup créer des textures, et que ensuite en complétant avec quelques petits pads, quelques trucs comme ça, vous arrivez à avoir une espèce d'ambiance sonore. Alors j'ai fait cette compo, je l'ai mis à disposition. Si vous voulez aller l'écouter, le lien il est dans la description, et sinon vous entendrez des petits extraits de mes musiques un petit peu en fond de toute cette vidéo si vous tendez l'oreille. Nouveau papier, la campagne de JDR. Ouais, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Vous vous souvenez de Garde de Lune? Ce JDR c'est un petit peu compliqué, on a beaucoup de mal à poser des dates, donc du coup on l'avance très lentement. Et de l'autre côté, le montage a été très compliqué. J'ai fini le montage de tout le chapitre 1, donc autrement dit les 10 premières parties de ce jeu de rôle. Elles sont pseudo prêtes à être publiées, dans le sens que je me suis mis des objectifs un peu plus haut et peut-être un peu trop haut, qui sont de faire des petites intros animées pour chacune des parties, donc avoir une personne qui fait un petit voice-over pour dire un peu ce qui se passe. En gros, que ce soit une espèce de résumé légèrement animé. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de me poser pour les dessins. Enfin, en vrai, j'aurais eu le temps, mais j'ai eu la flemme
parce que je sais pas dessiner et que du coup ça me pèse énormément parce que chaque fois que je prends ma tablette graphique, j'arrive pas à faire du tout ce que je veux. Donc je repousse l'échéance, mais un jour on s'y lancera. Le but étant aussi que les musiques dont vous avez entendu parler juste avant servent de bande son à Gare de Lune. Gare de Lune qui malgré tout reste une très belle campagne. Hormis tous les défis techniques qu'elle a eu et maintenant les défis surtout de calendrier qu'elle possède, ça reste une campagne extrêmement intéressante à jouer. Il va y avoir la nuit, et donc les clients vont venir. Et Incroyable. si je ne suis pas là pour faire la soupe, il n'y aura pas de soupe. Bah, c'est pas grave s'il y a pas de soupe ce soir. Oh que si. Là maintenant, actuellement, on a 2 groupes qui évoluent en parallèle, de 4, qui donc ont une histoire, une trame chacun dans 2 villes différentes, qui sont en train d'essayer de comprendre des complots, des manigances, ou de renverser des gens, pour ne pas trop spoil. Et on espère que ça sorte bientôt. Numéro 7, Fragment d'imaginaire. C'est ma toute dernière série qui est sortie, du moins qui a commencé à sortir. C'est des petites vidéos, un petit peu d'opinion, un petit peu qui vous invitent à la rêverie, qui vous invitent à l'exploration de vous-même, à travers une exploration de moi que je vous propose, de la manière dont par exemple je vis les souvenirs, de la manière dont je les construis, comment est-ce que je vis mon écriture, qu'est-ce qu'elle dit sur moi. Vous verrez d'autres épisodes de cette série apparaître au fur et à mesure. Je ferai ça en fonction de ce que j'ai envie d'écrire, donc si j'ai envie d'en écrire beaucoup, il y en aura beaucoup, si j'ai pas envie d'en écrire beaucoup, bah il y en aura pas beaucoup. C'est vraiment mon écriture détente dans ce moment, ça me permet un petit peu de poser mes pensées, de réfléchir à comment est-ce que j'interagis avec le monde en réalité, qui est une question qu'on se pose pas tous les jours, mais que je pense qu'il y a un intérêt à se poser plusieurs fois dans sa vie, de savoir comment est-ce qu'on perçoit le monde qui nous entoure, et en quoi est-ce que cette perception, elle nous influence, parce que du coup on est plus alerte sur les manières que les gens peuvent avoir de nous toucher, ou au contraire de ne pas le faire, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et je pense qu'un peu d'introspection, ça fait aussi du bien, parce que ça permet de renouer avec des choses qu'on a enfouies depuis longtemps parce qu'on n'avait pas forcément le temps de les déblayer ou quoi. Que ça fait un petit peu de détente dans ce monde de brut. Donc je vais continuer ces petits voyages en espérant qu'ils vous plaisent. L'idée c'est de faire des petits trucs qui vous invitent vous-même à vous poser des questions, à vous demander où est-ce que j'en suis moi dans ce truc-là. Tiens, quel est mon rapport à l'écriture. Donc voilà, j'espère que ces petits questionnements vous plaisent. Il y en aura quelques autres à l'avenir. On verra où ça nous mène. Petit papier suivant. Représenter l'étrange. Cette vidéo, je l'aime bien. Elle a la particularité d'être à la fois un petit peu une vidéo de conseil. Vous pouvez instantanément exploiter ce qu'il y a dedans pour vous-même marquer l'étrange dans vos parties. Et en même temps, elle invite à la réflexion. Je trouve qu'elle est pile au bon équilibre de ce côté-là, parce que, en fait, je l'ai construite juste pour retranscrire ce que moi je fais dans mes parties, mais sans chercher à en extraire des conseils vraiment. Maintenant, elle pourrait avoir bénéficié d'une relecture, ça pourrait lui avoir fait du bien pour juste un petit peu sa clarté, mais c'est dans le thème, étant donné que vous voulez représenter l'étrange un peu à elle-même, pourquoi pas en soi. 9e papier, mes lectures de 2024. Et que 2024 soit noté comme l'année où j'ai repris la lecture. Parce que ouais, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Bon, en réalité, soyons honnêtes, j'ai pas lu du tout ça. Là, c'est juste pour l'effet dramatique. En début de cette année, j'ai lu Les Gardiens du Dessin, donc le livre de Florestan de Moore qu'on a vu dans Rolls, qui est un livre de SF qui est vraiment très bon. Je vous le conseille si jamais vous avez petite envie d'une lecture SF qui vous tienne en haleine quand même au cours des... Il faut le noter, 880 pages, voilà. Moi qui n'avais pas lu depuis longtemps, bah ça m'a remotivé. Et du coup, récemment, je me suis procuré quelques petits ouvrages. J'ai commencé à lire la trame, j'en suis à peu près à la moitié. Très intéressant comme livre, mais avec une écriture qu'il est difficile à comprendre. Beaucoup de concepts qui arrivent au fur et à mesure, qui vous sont pas expliqués, et qui du coup vous bloquent un petit peu si jamais vous voulez avoir tout défini, parce que c'est votre manière de lire. Et pour les autres livres, c'est vraiment des acquisitions de fin d'année. Mais je voulais juste le mentionner, parce que justement, dans cette histoire de déconnexion, la lecture m'aide beaucoup. Le fait de pouvoir me poser devant un bouquin le soir, ce genre de petites choses, ça m'a beaucoup aidé à reprendre une vie avec un flow plus tranquille. Et du coup, si jamais vous en avez la possibilité, franchement, n'hésitez pas. Plutôt que de passer 1 heure à regarder une vidéo YouTube, passer 1 heure à lire un bouquin, ça vous changera au moins de d'habitude. Et de toute façon, des vidéos YouTube, il y en a tellement qu'on peut pas toutes les voir. Des bouquins non plus, il y en a trop, on peut pas tous les lire. Mais au moins, ça permet de varier les activités et du coup un petit peu de lutter contre cette espèce d'endormissement qu'on a des fois en juste mangeant et mangeant du contenu YouTube. Voilà. Prenez mon conseil pour ce qu'il est, c'est-à-dire la parole de quelqu'un sur internet. 10e papier, le jeu choral. Alors, Polly, tu veux jouer à un jeu choral? Oh oui, tu peux faire déplacer les trucs.
Dans ma tête, ce que c'est une manière de jouer des parties de jeux de rôle où, au sein d'une même partie, vous allez avoir pour chaque joueuse plusieurs personnages qui vont être interprétés. Et ceux-ci vont permettre d'avoir plusieurs éclairages différents, soit sur une même scène, soit sur des scènes qui s'enchaînent. Bref, au sein d'une même histoire, vous avez plusieurs changements de personnages qui sont faits. Alors, ça a été, mine de rien, un des petits projets de 2024 qui m'a fait beaucoup me remettre en question. Je m'explique. Le jeu de rôle choral, à l'origine, c'est un truc que j'avais commencé à faire il y a déjà quelques années. J'en avais fait une partie avec un seul joueur, et la partie s'était bien passée. C'était très intéressant. On alternait entre plusieurs perspectives, différents personnages, au cours d'une même partie de jeu. Et ça me permettait d'avoir plein de petits projecteurs différents qui étaient mis sur la scène, en fait. Dans le sens que on prenait un personnage, puis on regardait depuis le point de vue d'un autre ce qui se passait, avec une histoire qui se filait au fur et à mesure. Et fort de cette expérience-là, je me suis dit, bah, je vais faire une deuxième partie, je vais tester des petites choses, etc. Et en fait, en faisant mes recherches, bah, je me suis aperçu que le jeu de rôle, comme ça n'avait été théorisé nulle part. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il y a un trou dans la théorie, allons-y, attelons-nous. Une de mes seules tentatives à faire de la théorie rôliste en réalité, parce que je maîtrise pas du tout le vocabulaire, que je me sens pas légitime là-dedans, et que du coup, bah, j'ai fait une tentative, effectivement, qui a donné une espèce de pseudo-article qui n'ira jamais nulle part. Je suis désolé de vous l'apprendre. Et une vidéo qui est la retranscription de ce même article en un format regardable sur YouTube. Peu de temps après, j'ai eu des retours par une personne qui est assez versée dans la théorie rôliste, que je remercie, même si je ne vais pas citer son nom ici, qui m'a fait des retours qui étaient en demi-teinte. Cette personne m'a fait un retour assez détaillé sur ce que j'avais écrit, sur les faiblesses qu'il y avait dedans, et ça a fait émerger en moi une espèce de schisme, qui est qu'en fait, bah, certes, j'ai posé une définition, mais en plus, ma définition, elle était pas top, franchement. Il y a des moments où j'ai utilisé des mots trop compliqués qui ne veulent rien dire, ou dans des sens que je leur pensais corrects, mais qui ne l'étaient pas. Et des fois, j'ai juste sursimplifié des trucs pour passer vite sur des aspects. Malgré tout ça, le concept est intéressant et je vais continuer à l'explorer, bien évidemment. Mais sur la partie théorie, sur le plan purement théorique, c'est quelque chose que j'ai compris et que je ne m'aventurerai plus dedans. Pour plusieurs raisons que je développerai probablement à l'avenir, que je trouve que poser de la théorie c'est super, et les gens qui savent le faire c'est incroyable, parce que c'est des ressources qui sont très bien. Mais pour des personnes comme moi qui ne savent pas la poser, c'est juste contre-productif, parce que le temps passé à poser cette théorie est du temps d'expérimentation ou de création qu'on perd, et que donc du coup, même si j'ai voulu poser cette théorie là, il s'avère que j'en ressors avec plus ou moins un sentiment d'échec, mais un échec que j'accepte, donc ça me va. C'était une expérience, j'ai tenté, j'ai vu que la théorie rôliste était un domaine vraiment beaucoup plus ardu que ce que je pensais. Si jamais il y a des personnes qui ont des connaissances là-dedans, je vous respecte infiniment. Il y a vraiment beaucoup de ressources et de sources qu'il faut connaître, et je suis très loin d'avoir le bagage. Donc du coup, je vais un petit peu m'effacer de ce côté-là. Ça va pas être mon but à l'avenir, mais je vais réutiliser cette notion de jeu de rôle choral, et je vais refaire des parties en jeu de rôle choral, et je vais garder ce nom de jeu de rôle choral, parce que malgré tout, je trouve qu'il est assez adapté à ce qu'il définit. 11e papier. En parlant d'autres vidéos à problème, la vidéo éthique et création, éthique, conseil et création, ou ne regardez pas mes vidéos, ou tout ce genre de choses. C'est une vidéo très intéressante que je recommande au visionnage si vous avez envie de vous torturer un petit peu les méninges sur la représentation des conseils de création sur YouTube. Mais qu'au demeurant, une, elle est très ardue, et ça je le savais parce que pendant les relectures c'est quelque chose qu'on a discuté. De deux, elle a pas ouvert les discussions comme j'espérais. Et de trois, elle me bloque maintenant. C'est surtout sur ça que je vais discuter maintenant. S'il y a eu très peu de vidéos après cette fameuse vidéo, c'est en partie à cause de ça, parce que du coup je me suis lancé dans plusieurs vidéos world building que j'ai commencé à rédiger, dont j'ai les scripts pour la plupart, mais que du coup je me suis foutu un niveau d'exigence tellement haut par cette vidéo là que ça m'a un petit peu bloqué. Cette vidéo là m'a fait prendre conscience de à quel point le sous le sens, bah non, c'est pas sous le sens. C'est quelque chose qu'il faut quand même être capable de montrer. Si je veux pouvoir avancer des arguments, il me faut des sources pour les étayer. Par exemple, si je dis que il y a des livres de fantasy dans lesquels on a tel truc, bah il faut que je sois capable de citer une référence derrière, que j'ai lu un bouquin de fantasy, oui effectivement ce truc-là. Si j'ai envie d'avancer certaines pensées, il faut que j'ai des citations d'auteuristes qui soient pertinentes, que je puisse avancer, donc il faut que j'ai lu un petit peu le contexte. Et de manière générale, toute cette recherche-là prend
beaucoup de temps. Alors j'ai la solution entre guillemets de facilité qui est de dire ah bah je vais juste m'en tenir exactement au sujet que je connais parce que comme ça je sais quelle source je vais pouvoir utiliser. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de procéder. J'ai envie au contraire de me dire bah je vais faire une vidéo parce que en plus de faire la vidéo et que ce soit intéressant, je vais apprendre moi aussi des choses. C'est souvent comme ça que j'ai procédé pour des vidéos par le passé. Donc là maintenant il va falloir que je trouve un équilibre entre tout ça. Ce que j'ai plus ou moins trouvé avec Fragments d'imaginaire, parce que je me dis que au moment où je vais avoir des phases où j'ai pas du tout envie de faire des recherches, où j'ai pas du tout envie de me plonger dans de la rédaction sourcée, parce que c'est déjà un petit peu ce que je fais dans mon boulot. Bah comme là j'ai un petit peu cette soupape de me dire bah je fais des vidéos qui sont complètement catégorisées comme des vidéos d'opinion, où c'est juste moi qui raconte une histoire. Mon histoire en l'occurrence pour Fragments d'imaginaire, mais une histoire de manière générale. Et c'est présenté comme tel, c'est pas présenté comme une vidéo conseil. Et les moments où je ferai des vidéos vraiment qui soient des vidéos conseils, donc des vidéos world building ou des vidéos jeux de rôle, et bah dans ce cas-là, ouais effectivement, les faire sourcer ou au moins avoir des témoignages ou avoir des choses comme ça. Différents niveaux de preuves, les plus solides de préférence, mais on fera avec ce qu'on a parce que malgré tout on reste une petite chaîne et que je suis tout seul à faire les vidéos. Ça compte. Et du coup, voilà un petit peu où on en est de ce côté-là. Donc un petit peu paralysé par cette vidéo-là, mais je commence à trouver des pistes de sortie. 12e papier, le podcast. Ça fait effectivement partie des seules sorties de vidéos que vous aurez eu en cette fin d'année, hormis Fragments d'imaginaire. Mais c'est pas que sur YouTube, c'est aussi sur Spotify, vous avez les liens dans la description. Incroyable. Le podcast, c'est un podcast que je fais avec Effulgence, qui est co-auteur des Chroniques de Nebomor, qu'on avait invité dans Rolls. Et puis bah, même si c'est fini, je sais qu'il y a toujours le super podcast autour de la table qui pop de temps en temps et qui est super. Et franchement, bah, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller le voir, allez le voir. Pour ceux qui sont vraiment à fond jeu de rôle et qui sont dans les mécaniques et tout ça, je pense qu'il y a vraiment du bon contenu, il y a des super idées, il y a des bonnes discussions. Je connais un peu plus la deuxième personne qui fait le podcast pour avoir eu l'immense joie de l'accueillir lors d'un Rolls. Et en effet, les discussions étaient ouf. Donc bah, je me dis, bah, forcément, ça peut donner que des trucs très ouf. Mais l'esprit est encore, et je pense qu'il survit à travers ce podcast. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'aurais eu à dire sur Rolls. Et puis ben des bisous, hein, voilà. Ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire quelque chose avec lui. J'avais pas une idée précise de quoi, mais j'avais vraiment envie de construire quelque chose parce que on a des pratiques qui sont quand même assez similaires sur certains points. Et en plus de ça, c'était quelqu'un avec qui je commençais à bien m'entendre. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, on essaie de construire quelque chose. On voit ce que ça donne. J'ai eu cette idée qui m'est venue un jour de me dire, en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de concrétiser certains projets en jeu de rôle, mais je n'avance pas dessus parce que je me mets pas les moyens pour le faire. Du coup, je vais contacter Fulgence, on va voir ce qu'on peut faire, etc. Et tous les mois, on se fait notre petit podcast créatif où on raconte un petit peu ce qu'on a fait. Sans grande prétention, sans vouloir analyser plein de trucs, peut-être avec des invités un jour, on sait pas. On se laisse en fait des créneaux de 2 heures par mois où on va discuter de tout ce qu'on a fait créativement autour du jeu de rôle. Et c'est des parenthèses de fraîcheur qui sont tellement bienvenues. Parce que du coup, moi, ça me permet d'avoir tout un tas d'infos sur les pratiques qu'il y a à d'autres tables. Ça me permet de discuter avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et en plus de ça, il y a des trucs très intéressants qui en sortent, dans le sens qu'on n'a pas du tout les mêmes connaissances du milieu rolliste, et que du coup, j'apprends toujours plein de trucs en faisant ces émissions. Du coup, c'est vraiment un plaisir. Et moi, de l'autre côté, j'essaie de partager des trucs en retour, et en espérant que ça apporte des petite pièce au débat. Le site web. J'ai effectivement ouvert un site web cette année, en fin de cette année. Un peu en lien avec cette histoire de déconnexion. Pour le moment, ça fait pas trop sens, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai eu une réflexion qui m'est venue au fur et à mesure de cette année, qui était que j'avais besoin de ralentir la consommation. Pas tant de moins consommer, mais de la ralentir. Dans le sens que les vidéos YouTube, maintenant, elles vont vite. Tout le monde fait du montage pour gommer les blancs souvent, parce qu'on veut retenir l'attention. Et c'est normal, franchement, je peux en vouloir à personne de faire ça, je le fais moi-même. Le truc, c'est que psychologiquement, c'est épuisant. Pour moi, ça devient épuisant, parce que je suis épuisé de manière générale. Et du coup, j'avais besoin de me dire, j'arrête un petit peu de participer à tout ça, je poste moins, je vais faire ce site qui est un petit peu une vitrine, mais qui est aussi plein de promesses, dans le sens que pour le moment, il y a à peu près des liens vers toutes les choses que j'ai fait cette année, mais il y a aussi surtout la possibilité de, par exemple, écrire des articles de blog, qui est quelque chose que je veux faire depuis un bout de temps. Parce que certes, plus personne lit les articles de blog, sauf peut-être quelques rares personnes ici encore,
Mais en tout cas, j'en écrirai. Parce qu'il y a des choses que j'estime que j'ai pas à raconter dans des vidéos, parce que ça ferait pas la taille d'une vidéo par exemple, ou que ce serait pas forcément super intéressant en vidéo, mais que par contre, il y a moyen de jouer avec les mots, il y a moyen de poser une pensée qui ne passerait pas dans une vidéo YouTube, mais qu'avec des mots et en exprimant autrement sur papier, eh ben on peut en sortir quelque chose. Et j'ai pas mal de choses comme ça que j'ai dans des carnets de notes que je me garde, que je me dis ça je l'aborderai bien un jour mais je sais pas sous quel angle, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels j'ai envie de contribuer au débat mais pas d'ajouter au bruit de fond, de juste dire voilà, il y a un article qui est là, vous allez lire, vous allez pas le lire, on s'en fiche. Je me dis c'est des choses qui comme ça ne vont pas arriver agressivement dans vos notifications ou dans votre page YouTube. C'est des petites choses que j'ai envie de partager, mais qu'en même temps, je me dis que si tout le monde les a pas, c'est pas grave. Donc ce sera un petit peu cette expérience hybride où vous allez avoir une sorte de hub qui va être la page principale. Vous aurez plein de trucs. Vous retrouverez aussi des informations techniques, genre par exemple, si vous voulez savoir comment est-ce que je fais pour avoir mon système de switch de caméra, ou comment je fais pour faire du montage semi-automatique. Bah, vous retrouverez tout ça là-bas. Et comme ça, sur la chaîne principale, il n'y aura plus trop ça. Prenez cette info, faites-en ce que vous voulez. Si vous n'allez pas le voir, franchement, je vais pas vous en vouloir. Mais sachez qu'il y a des choses là-bas, il y a des ressources. C'est aussi ce que j'espère mettre en ligne. J'espère avoir toutes ces petites ressources que j'ai créées au fur et à mesure des années, les cataloguer, les mettre à dispo là-bas. Je suis un fervent défenseur de tout ce qui est logiciel libre, mais aussi du contenu libre. Qu'on crédite l'auteur, certes, mais que derrière on puisse réutiliser, on puisse se réapproprier le matériau. C'est des valeurs qui pour moi sont très importantes et du coup ça s'inscrit là-dedans. J'espère que je vais pouvoir développer cette plateforme comme je l'entends. Et voilà, on verra ce que ça nous donne par la suite. Bon, il nous reste de papier. L'ultime épisode de QPRV. Question pour un rôliste en béton. Ça n'est plus. Ça a existé jusqu'au début de cette année où on a fait le dernier épisode. Et je trouve que ce dernier épisode était très symptomatique de pourquoi est-ce qu'on a arrêté. Je pense qu'en une soirée, on a eu l'explication de pourquoi est-ce qu'il fallait plus en faire. Non pas que ça se soit mal passé, clairement, on a quand même passé un bon moment. Le problème, c'est juste qu'on a vu la disparité énorme en termes de personnes qui connaissaient quelques trucs et de personnes qui connaissaient plus grand chose. Et surtout le nombre de questions auxquelles il y a eu des réponses du style « Bah je sais pas, vas-y on va tenter au pif ça ». Parce que en fait, on a toutes et tous évolué, on a toutes et tous pris des chemins différents et donc du coup tout le monde n'a plus du tout le même temps pour regarder des vidéos YouTube. Ou alors moi je parle plus forcément autant de ce que je fais des fois, ou quand j'en parle des fois, bah c'est noyé dans plusieurs autres messages, donc du coup on fait pas forcément attention. Plein de raisons, à droite, à gauche, qui font que il y a eu ce déséquilibre qui s'est mis, et que du coup, là où tous les autres QPRB étaient très égaux en termes de points, et c'était juste à la fin, il y avait une petite truc qui se jouait, là, quasiment un jeu entier avant la fin, on savait qui allait gagner. Et au-delà de ça, justement, comme je l'ai dit, il y a eu plein de questions où les réponses c'était bah je sais pas. Et ça, c'était vraiment le truc que je craignais, et que je savais qu'il allait arriver, parce qu'on a eu aussi un changement de contexte, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, QPRB a été lancé pendant le confinement, en 2020, pendant qu'on avait beaucoup plus de temps, et que surtout on faisait toutes et tous des campagnes ensemble. Les personnes que vous voyez sur cette émission, à l'époque, partageaient toutes et tous une même campagne, donc des références partagées, donc facilement des questions qu'on pouvait trouver, qu'on pouvait un petit peu personnaliser, mais que à peu près tout le monde avait la réponse. Là, c'était beaucoup plus dur. D'ailleurs, la préparation des questions a été monstrueuse. Mais quand même, je suis assez satisfait de cette émission, au sens que la réalisation technique était impeccable. J'ai eu la possibilité de m'aider d'un régisseur qui a été extrêmement sympathique, de faire l'effort gracieusement de venir. Merci au régisseur aussi. Et merci, oui, viens, Marcel. Merci Michel. Viens là. Viens sur la photo de fin. Oui, c'est assez long, t'inquiète. Tire sur le câble. Allô? Et bonsoir. Wow. Bonjour régisseur. Régis le régisseur, bonjour, bonsoir. J'ai une équipe préférée, mais je dirais pas laquelle. Tu dois parler maintenant. Là maintenant tu parles. Là maintenant tu parles, t'es obligé. Ça va trop. Bon, j'espère que ça a été un peu stressé au début, mais au final, ça. Bon. J'ai fait C'était pas 3-4 erreurs max. techniques, Oui, t'inquiète, tranquille. les problèmes techniques dans un stream de Siegfried, je sais même plus qu'on s'y attend, c'est que ce serait pas un stream de Siegfried sans. Je l'ai formé à la volée sur comment ça marchait, je lui ai tout préparé bien pour qu'il ait juste appuyé sur des petits boutons que je lui ai donnés à l'avance et qu'il sache où il aille et voilà. Il y a eu quelques petits moments de panique de sa part, mais il a quand même vachement géré. Et ça a permis au moins de clôturer en beauté aussi ce projet-là, en plus de Rolls. C'est 2 gros projets vidéo qui ont été bouclés cette année. Je suis très content d'y avoir mis un terme aussi. Je sais pas comment est-ce qu'il
qu'il y aura un avenir à ce genre de format. J'aimerais bien qu'il y en ait un quand même, parce que j'aime bien organiser des choses hors jeu de rôle qui soient quand même des jeux. Je sais que j'avais fait ce concept de la scène d'impro. Pourquoi pas? À tenter. On verra ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Et notre dernier papier, notre ultime, qui sera le bouquin de jeu de rôle, qui sera peut-être un des premiers trucs que je vais transporter avec moi en 2025 avec mes histoires de bouquins à écrire. Le bouquin de jeu de rôle, ça a été le truc qui m'est tombé dessus en cours d'année, mais que je savais que je devais faire depuis longtemps. Il y avait cette histoire que j'avais dit, oui, je vais faire de la création d'un système de jeu de rôle en live, etc., etc. Je l'avais promis. Et je l'ai plus ou moins honoré dans le sens que le but du podcast autour de la table que je fais avec Elfulgence, techniquement, c'est ça. C'est d'amener de la création de systèmes de jeux de rôle en format live, mais du coup avec un petit peu de regard critique, un petit peu d'analyse et une sorte de devlog en quelque sorte qu'on fait du coup les mois où on retrace la progression de nos deux systèmes à mesure qu'on les avance. Et ce bouquin de jeu de rôle, il est en train de prendre des proportions que j'aime beaucoup. Je suis très content de ce qu'il est en train de devenir, de ce vers quoi il tend, parce que de plus en plus j'avance dedans, de plus en plus j'ai des idées de comment le structurer. J'étais parti sur quelque chose de très factuel, de très descriptif et de très convenu. Je m'explique. Dans les quelques bouquins de jeux de rôle que je connais, vous avez, c'est des descriptions de l'univers, c'est des descriptions du système et c'est des petites bribes sur comment jouer. Et c'est globalement tout, en fait. Même si c'est fait en plein de pages, même si c'est super détaillé, même si ce sont des très beaux livres, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Vous pouvez ranger à peu près n'importe quelle info de ces livres dans cette catégorie-là. Et moi, la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que, étant donné que de toute façon on a pléthore d'ouvrages qui sont déjà comme ça, que mon système du coup n'a aucune valeur ajoutée, parce que en soi, il est pas meilleur qu'un autre, il est peut-être pas pire, mais il est clairement pas meilleur qu'un autre, et il y a des systèmes qui sont beaucoup plus développés pour celles et ceux qui cherchent vraiment des systèmes. Que mon univers, bah, il est particulier, mais qu'en soi, un univers, on n'est pas obligé de le présenter dans un bouquin de jeu de rôle, et surtout on le présente de manière succincte. Donc du coup, certes, on en présente les particularités, mais c'est pas équivalent à un gros bouquin de world building, par exemple. Du coup, le bouquin de jeu de rôle, il se place un petit peu entre les deux. C'est bizarre. Quelle est la valeur ajoutée, au final, du bouquin de jeu de rôle, je veux dire? Qu'est-ce que la personne qui va faire du jeu de rôle peut retirer de mon bouquin? Un bouquin, par exemple, comme celui-ci, celui Cats, il apporte un certain nombre de choses. Il y a des mécaniques qui sont propres au jeu, par exemple les talents psychiques. Vous avez des scénarios qui sont très bien décrits. Vous avez des petites illustrations qui sont de toute beauté. Et moi, je me suis dit, bah, au final, mon jeu de rôle, qu'est-ce que comparé à ça, voilà, qui est un beau bouquin, qu'est-ce que mon jeu de rôle, il apporte? Et bah, concrètement, pas grand-chose. Et passé la petite déception qui a point dans mon esprit au moment où je me suis aperçu de ça, je me suis dit, ok, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, il y a une petite idée qui a commencé à germer. J'aime beaucoup amener de la réflexion autour du jeu de rôle. Du coup, pourquoi ne pas en profiter pour faire une sorte de manifeste? Je m'explique. Je cherche pas à poser des lignes directrices pour dire il faut jouer comme ça. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'automatismes qu'on a quand on fait du jeu de rôle qui sont pas forcément questionnés. Et ils méritent d'être questionnés. Qu'on change la pratique ou non après, ça on s'en fiche. Ça c'est libre à chaque table d'adapter comme elle veut. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont pas trop questionnées. Que juste, c'est convenu que on inclut ça à l'intérieur d'un jeu de rôle. C'est convenu que on se comporte comme ça autour d'une table. C'est convenu que, ouais, sauf que des conventions, d'une, on peut les casser, on peut les transgresser, mais elles peuvent nous gêner sans qu'on en ait conscience. Elles peuvent bloquer certains aspects entiers. Et de ça, ce que je suis en train de sortir, c'est que j'ai envie que mon bouquin présente ses limites au jeu de rôle en lui-même et au système qu'il présente au sein du bouquin. Qu'il parle de sujets qui me tiennent vraiment à cœur, d'avoir une ligne claire sur qu'est-ce qu'on attend d'un jeu de rôle, d'être en même temps un matériau qu'il soit possible de donner à des personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et que ces personnes soient capables d'elles-mêmes de commencer une partie. Ça, je pense qu'au moment où je vais tester que ce soit effectivement le cas, je pense que je vais me taper de bonnes barres à juste collecter des personnes, les faire s'asseoir sur un canapé et les regarder jouer. Pas être malaisant comme moment déjà. Et de manière générale, poser des questions sur la représentation de nos aspects de société à l'intérieur des jeux de rôle. Tout ce qui va être thèmes patriarcaux, thèmes colonialistes, etc. Parce que toutes ces choses-là, elles existent, elles sont retranscrites indirectement dans le jeu de rôle. J'ai entendu cet argument qu'on veut un jeu de rôle qui soit dépolitisé. Si on veut qu'il soit dépolitisé, il faut le dépolitiser de force, en fait. Et c'est ça le problème. C'est que quand tu présentes une société qui existe, par définition, tu choisis de la présenter d'une certaine manière. Et que si tu vas pas questionner spécialement ce qu'il y a dedans, tu peux laisser passer une société qui soit genre hyper proche des nôtres ou au contraire hyper éloignée, mais sans te poser la question de qu'est-ce qui fait qu'elle est proche ou qu'est-ce qui fait qu'elle est éloignée. Et tu peux te dire, ah bah je fais pas du tout un truc politisé parce que bon, je fais juste une représentation de notre vie
vie mais au Moyen-Âge. Bon, bah c'est politisé, c'est politique. Parce que, en faisant ça, tu fais le choix de te dire, la société avec ses rapports de domination actuels, tu la transposes au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des rapports de domination en fait? Qu'est-ce que, dans ton univers, justifie ces rapports de domination? Ensuite, libre à toi d'en mettre, si t'as envie. Pourquoi pas? Ça peut se discuter. Tu peux y apporter des thématiques, ou juste te dire, bon bah c'est comme ça. C'est intéressant. Parce que ça montre à quel point on se pose pas la question au quotidien. Et du coup, mon idée de tout ça, c'est de me dire que je vais faire un petit peu plus que présenter un bouquin de jeu de rôle. Je vais présenter un bouquin de jeu de rôle qui veut montrer les limites de son propre jeu, et qui veut en montrer aussi les meilleurs aspects, qui sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a le potentiel de faire, et ce qu'il ne fera jamais, qu'il est capable de questionner les choses qui sont les plus fondamentales dans la progression d'un personnage, dans la manière dont le système s'exprime, dans les descriptions de son univers, qui participe à l'élaboration d'une certaine vision du jeu, qui n'a pas à rester la même parce que, bon, on a fait ça depuis toujours. Et je pense que c'est là que j'ai une petite valeur à ajouter. Ce sera une contribution minime dans tout cet océan de propositions de jeux de rôle qu'il y aura autour de vous, mais néanmoins, j'espère que je pourrai intéresser sur quelques petits points et peut-être ouvrir quelques pensées et réflexions, comme j'ai toujours à cœur de le faire sur cette chaîne et dans mes travaux de manière générale. C'est ainsi que nous allons pouvoir mettre en bouteille 2024, oublier cette année ou y repenser, se dire à très bientôt, plein de nouvelles aventures, plein de nouvelles créations. Et j'espère que vous avez eu plein de belles choses pour ces fêtes, que vous avez pu profiter des gens qui vous sont chers, que vous avez pu prendre du repos et que vous serez prêts à ce qu'on attaque tous ensemble cette année 2025 et qu'on aille y chercher un petit peu de paillettes et de joie parce qu'on en a tous besoin. Je vous dis à une prochaine. C'était un plaisir. C'était Taros. Salut, salut!